Ma sœur avait invité 250 personnes à sa réception de mariage. Mais pas une seule place pour moi. Désolé, sœurette, la salle est petite, m'a-t-elle dit. Je n'ai rien dit. Je leur ai donné 10 jours, à elle et à son nouveau mari, pour quitter la propriété qui m'appartenait. Quand ils sont revenus de leur lune de miel, ils se sont retrouvés sans abri. J'étais devant la grande salle de bal du domaine de Riverside, écoutant les sons étouffés des rires et de la musique qui s'échappaient des portes ornées. 250 invités. Ma sœur avait invité 250 personnes à sa réception de mariage, tout le monde sauf moi. L'invitation était arrivée 6 semaines plus tôt. Un élégant carton crème avec des lettres dorées en relief. Je l'avais ouverte avec excitation, planifiant déjà ce que je porterais, quel cadeau j'offrirais. Puis je l'ai lu. Réception pour adultes uniquement à suivre. Quand j'ai appelé pour demander si cela signifiait ce que je pensais, Valérie avait été très claire. La salle est petite, Christina. Nous ne pouvons accueillir que les amis proches et la famille. Je suis de la famille, avais-je dit en gardant ma voix stable. Je suis ta sœur. Je sais, mais Brandon a une famille élargie immense. Ses parents paient la majeure partie du mariage, donc ils ont le dernier mot sur la liste des invités. Je suis désolé. J'avais raccroché avant qu'elle ne puisse entendre ma voix se briser. 28 ans à être la deuxième meilleure. 28 ans à être la responsable pendant qu'elle jouait l'enfant prodige. Et c'est comme ça que ça se terminait. Non invité à la réception de mariage de ma propre sœur. Mais je suis allé à la cérémonie quand même. Je me suis assise au dernier rang de l'église, la regardant descendre l'allée dans une robe qui coûtait probablement plus cher que mon paiement hypothécaire mensuel. Elle était magnifique. Elle l'a toujours été. C'était une partie de son pouvoir. Quand la cérémonie s'est terminée, j'ai essayé de croiser son regard alors qu'elle remontait l'allée. Son bras était lié à celui de Brandon. Elle m'a vu. Je savais qu'elle l'avait fait. Mais elle a tourné la tête, a chuchoté quelque chose à son nouveau mari et a continué à marcher. Maintenant, je me tenais devant le lieu de la réception, hésitant entre partir ou l'affronter. La partie rationnelle de mon cerveau me disait de rentrer à la maison, de laisser tomber, d'être la plus sage. Mes 28 ans à ravaler ma fierté ne m'avaient laissé qu'un estomac vide et une rage brûlante. La porte s'est ouverte et un couple est sorti en riant de quelque chose. Dans ce bref instant, j'ai vu à l'intérieur, des lustres en cristal, des roses blanches partout, une immense piste de danse bondée de gens. Et là, au centre de tout, il y avait Valérie, tournoyant dans les bras de Brandon, ressemblant à une princesse dans un conte de fées. Mon conte de fées, celui que j'avais payé. La plupart des gens ne savaient pas que je possédais la maison où vivaient Valérie et Brandon. C'était la propriété de ma grand-mère, qu'elle m'avait laissée à sa mort il y a 3 ans. Valérie traversait une mauvaise passe à l'époque, fraîchement larguée par son petit ami précédent, luttant pour trouver du travail. Je lui ai offert l'endroit sans loyer, juste jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. C'était il y a 3 ans. Elle ne s'est jamais remise sur pied. Au lieu de ça, elle a rencontré Brandon, l'a fait emménager sans demander, et ensemble, ils ont traité ma propriété comme leur domaine personnel. Je n'ai jamais insisté. Je n'ai jamais demandé de loyer. Je me disais que j'étais généreuse, que la famille cédait. Mais debout devant cette salle de bal, écoutant sa célébration tout en étant exclu, quelque chose a changé en moi. La générosité avait des limites. La loyauté familiale avait des frontières. Et je venais de découvrir exactement où les miennes se terminaient. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mes emails. Mon avocat en immobilier, Jérôme, m'avait envoyé des documents des mois auparavant, lorsque j'avais mentionné pour la première fois que Valérie et Brandon pourraient avoir besoin de commencer à payer un loyer. Je n'avais jamais donné suite. Je n'ai jamais voulu être la méchante. Je n'ai jamais voulu être la sœur qui met sa famille à la porte. Mais je ne faisais plus partie de la famille, n'est-ce pas? La liste des invités l'avait rendu abondamment claire. J'ai fait défiler jusqu'à ce que je trouve le modèle d'un avis d'expulsion formel. Dans notre État, je n'avais besoin que de donner un préavis de 10 jours si les occupants ne payaient pas de loyer. 10 jours. J'ai lu attentivement le document, puis j'ai commencé à remplir les détails. Une salve d'applaudissements a éclaté de l'intérieur de la salle de bal. Quelqu'un portait un toast, probablement le père de Brandon, parlant de la merveilleuse union de leur famille, de la façon dont ils formaient tous une grande et heureuse famille. J'ai cliqué sur « Envoyer » sur l'email à Jérôme,
lui demandant de préparer l'avis officiel pour une livraison demain matin. Puis je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture. L'air nocturne était frais contre ma peau et j'ai réalisé que je tremblais. Pas de froid, mais du poids de ce que je venais de faire. Ce n'était pas moi. Je ne faisais pas de mal aux gens. Je ne me vengeais pas. Je résolvais les problèmes. J'arrangeais les choses. Je faisais la paix. Mais la paix exigeait que deux parties soient prêtes à se rencontrer à mi-chemin. Et Valérie avait clairement indiqué de quel côté j'étais. Je suis resté assise dans ma voiture un long moment, les mains agrippées au volant, fixant les fenêtres illuminées de la salle de bal. La musique s'échappait, quelque chose d'entraînant et de joyeux. Il danserait jusqu'à minuit, mangerait probablement des plats de traiteur cher, boirait du champagne de qualité, prendrait des photos qu'il chérirait pour toujours. Et dans 10 jours, à leur retour de leur lune de miel à Cancun, ils trouveraient un avis d'expulsion scotché à la porte de la maison qu'ils pensaient être la leur. La maison qui n'avait jamais été la leur, la maison que je les avais stupidement laissé croire qu'ils pourraient garder pour toujours. J'ai démarré le moteur et je suis rentré. Ce même sentiment nauséeux et triomphant tourbillonnait dans mon estomac. Ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. Le lendemain matin est arrivé avec une clarté inattendue. Je me suis réveillé à 6 heures, j'ai fait du café et je me suis assise à ma table de cuisine pour examiner les documents de propriété que Jérôme avait envoyés. Tout était en ordre. La maison était uniquement à mon nom. Valérie et Brandon n'avaient jamais signé de bail. Ils étaient légalement classés comme des invités, ce qui signifiait que je pouvais les expulser avec un préavis minimal. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère. Le mariage de Valérie était magnifique. Désolé que tu n'aies pas pu venir à la réception. Elle a dit que l'espace était limité. J'ai fixé ces mots. L'espace était limité. Comme si la salle de bal n'avait pas été immense. Comme si 250 personnes avaient d'une manière ou d'une autre rempli toutes les places possibles. Ma mère connaissait la vérité. Elle ne voulait juste pas la reconnaître. J'ai tapé en retour, oui, ça avait l'air charmant. Rien de plus, pas d'accusation, pas de blessure, juste une simple reconnaissance qui ne laissait place à rien d'autre. Un autre SMS est arrivé, cette fois de Valérie elle-même. Merci d'être venu à la cérémonie. Je sais que le truc de la réception était gênant. Peut-être qu'on pourra déjeuner quand je rentrerai de la lune de miel. Déjeuner ? Elle voulait arranger ça avec un déjeuner. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai transféré le message à Jérôme avec une note. Veuillez procéder à l'avis d'expulsion comme prévu. Livrez-le aujourd'hui. Il m'a appelé 10 minutes plus tard. Christina, êtes-vous sûre de ça ? Les conflits familiaux peuvent devenir compliqués. J'en suis sûr. Une fois que je livrerai cet avis, il n'y aura pas de retour en arrière sans paraître faible. Ils auront 10 jours pour quitter les lieux. S'ils refusent, nous devrons déposer une demande d'expulsion formelle auprès des tribunaux. Ils ne refuseront pas, ai-je dit. Ils seront en lune de miel. Le temps qu'ils rentrent, il leur restera 3 jours pour faire leur carton et partir. Jérôme est resté silencieux un moment. C'est froid. C'est légal. Les deux peuvent être vrais. Il a soupiré. Je le ferai livrer avant 14 heures aujourd'hui. Ils le verront probablement en rentrant de l'aéroport demain soir. En fait, il ne rentrerait pas avant la semaine suivante. Le mariage avait eu lieu un samedi. Il prenait l'avion dimanche matin. Mais je ne l'ai pas corrigé. Laissons-le penser ce qui lui semblait logique. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le silence de mon appartement et j'ai essayé de ressentir autre chose que de la justification. J'ai essayé de trouver la culpabilité que je m'attendais à ressentir. Mais elle n'est pas venue. Au lieu de ça, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Mon téléphone a sonné. Ma mère cette fois. Christina, qu'est-ce que j'entends à propos d'un avis d'expulsion ? Les nouvelles voyageaient vite dans notre famille. Comment l'as-tu déjà appris ? Valérie m'a appelé de l'aéroport. Elle est passée à la maison pour prendre leurs bagages et a trouvé un avis scotché à la porte. Elle est dévastée. Elle aurait dû y penser avant de m'exclure de sa réception. Il ne s'agit pas d'une fête, a dit ma mère, sa voix vive. Il s'agit de toi étant mesquine et vengeresse. Non, il s'agit de moi reprenant ma propriété que Valérie utilise sans loyer depuis 3 ans. Il s'agit de moi fixant des limites qui auraient dû exister depuis le début.
C'est ta sœur. Alors elle aurait dû me garder une place. Ma mère a fait un bruit de dégoût. Tu es prête à détruire ta relation pour une réception de mariage. Je suis prête à cesser d'être exploitée. Il y a une différence. Ta grand-mère aurait honte de toi. Celle-là m'a piqué, mais j'ai gardé ma voix égale. Grand-mère m'a laissé cette maison à moi, pas à Valérie. Elle a fait ce choix pour une raison. Ma mère a raccroché sans un mot de plus. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé mes mains. Elles étaient stables. Mon cœur battait normalement. Je ne ressentais aucune panique, aucun regret, juste une certitude tranquille que je faisais enfin ce que j'aurais dû faire des années auparavant. Le reste de la journée s'est déroulé dans un étrange flou. Je suis allé travailler au cabinet d'architecture où j'avais passé les 8 dernières années à concevoir des bâtiments commerciaux. Ma patronne, Patricia, a remarqué ma distraction pendant la réunion d'équipe. « Ça va ?» a-t-elle demandé après que tout le monde soit parti. « Drame familial », ai-je dit. Elle a hoché la tête d'un air entendu. Patricia avait la cinquantaine, divorcée 2 fois, avec 3 enfants adultes qui lui parlaient à peine. « La famille est la chose la plus difficile que nous fassions », a-t-elle dit. Parce que nous les aimons même quand ils nous font du mal. Et si on arrête de les aimer, ai-je demandé. Elle m'a regardé un long moment. Alors on est libre. J'ai pensé à ce mot, libre. Était-ce ce que je ressentais? Cette légèreté? Cette absence d'obligation? Ce soir-là, je suis passé en voiture devant la maison. Ma maison, celle dans laquelle Valérie vivait comme si c'était la sienne. C'était une belle maison de style artisan dans un quartier bordé d'arbres, le genre d'endroit pour lequel les gens économisent toute leur vie. Je l'avais héritée par hasard, en étant la petite fille aînée, en étant présente lorsque ma grand-mère a réécrit son testament pendant ces derniers mois. Valérie l'avait contesté initialement, bien sûr, prétendant que grand-mère avait été confuse, que la maison aurait dû être partagée entre nous, mais le testament était inattaquable, attesté par 2 avocats. La maison était à moi, et je l'avais laissé y vivre quand même parce que la famille cède. Parce que je ne voulais pas être cruel. Parce qu'une partie de moi s'était toujours sentie coupable d'être la favorite, d'être la responsable, d'avoir reçu l'héritage. Mais la culpabilité n'était plus une raison suffisante pour me sacrifier. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai regardé les fenêtres sombres. L'avis d'expulsion était toujours scotché à la porte d'entrée, le papier blanc contrastant avec le bois sombre. Dans 7 jours, cette maison serait de nouveau à moi, vraiment à moi, et Valérie comprendrait enfin ce que ça faisait de perdre quelque chose qu'elle pensait mériter. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre SMS de Valérie. « S'il te plaît, appelle-moi. On doit parler de ça. » Je l'ai supprimé sans répondre et je suis rentré. La semaine de leur lune de miel s'est écoulée lentement. Je me suis plongé dans le travail, passant de longues heures au cabinet à redessiner un projet de bibliothèque municipale qui avait été rejeté 2 fois par le conseil municipal. La précision requise était apaisante. Chaque ligne devait être parfaite, chaque mesure exacte. Il n'y avait pas de place pour l'émotion en architecture, seulement la logique et la structure. Patricia est passée à mon bureau mercredi après-midi. « Tu es ici jusqu'à 20h tous les soirs cette semaine. »« Qu'est-ce que tu évites ?»« Rien, ai-je dit, juste concentré sur le fait de bien faire les choses. » Elle s'est assise sur la chaise vide à côté de mon bureau. Je fais ce métier depuis 27 ans. Je connais la différence entre le dévouement et la distraction. J'ai sauvegardé mon travail et je me suis tourné vers elle. Ma sœur revient de sa lune de miel dans 3 jours. Quand elle le fera, elle découvrira qu'elle doit déménager de la maison que je possède, la maison dans laquelle elle vit sans loyer depuis 3 ans. Patricia a sifflé doucement. Qu'a-t-elle fait? Elle ne m'a pas invité à sa réception de mariage. C'est tout? C'est assez. Patricia s'est adossée à sa chaise, m'étudiant. Tu sais ce que j'ai appris de mes divorces? Que parfois la chose la plus cruelle que tu puisses faire est exactement ce que tu as légalement le droit de faire. Tu veux dire que je ne devrais pas l'expulser? Je dis que légal et juste ne sont pas toujours la même chose. Mais je dis aussi que je ne connais pas ton histoire avec ta sœur. Peut-être que c'est exactement ce dont elle a besoin. Après son départ, je suis resté seul dans mon bureau, regardant les lumières de la ville en bas. Seattle était magnifique la nuit, toutes ses fenêtres brillant comme des étoiles. Chacune représentait quelqu'un vivant sa vie, faisant ses choix, gérant ses propres relations compliquées.
Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Christina? Une voix masculine. Brandon? Comment as-tu eu ce numéro? De ta mère. Écoute, je sais que tu es en colère à propos de la réception, mais nous mettre à la porte est extrême. Valérie est ma femme maintenant. Nous construisons une vie ensemble. Tu ne peux pas simplement détruire ça parce que tes sentiments ont été blessés. En fait, si. C'est ma propriété. Nous y vivons depuis 3 ans. Ça doit compter pour quelque chose légalement. Ça ne compte pour rien. Vous n'avez jamais signé de bail. Vous n'avez jamais payé de loyer. Vous êtes des invités qui ont abusé de leur hospitalité. Sa voix s'est durcie. Tu fais une énorme erreur. Valérie a des amis, des relations, des gens qui peuvent te rendre la vie très difficile. Est-ce une menace? C'est la réalité. Tu brûles un pont que tu ne pourras pas reconstruire. Bien. Je ne veux pas le reconstruire. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, non pas d'anxiété, mais d'une étrange sorte d'anticipation. L'avis d'expulsion leur donnait 10 jours à compter de la livraison. Demain serait le 7e jour. Ils seraient de retour le 8e jour. Cela leur donnait 2 jours pour emballer 3 ans de leur vie et trouver un nouvel endroit où vivre. Cela aurait dû sembler cruel. Au lieu de ça, cela semblait juste. Jeudi matin a apporté la pluie, le genre de bruine persistante de Seattle qui s'infiltrait partout. J'ai travaillé de la maison, regardant l'horloge, sachant que Valérie et Brandon étaient quelque part au-dessus de l'océan Pacifique en ce moment, revenant vers leur nouvelle réalité. Ma mère a de nouveau appelé. Je ne changerai pas d'avis, ai-je dit avant qu'elle ne puisse parler. Je n'appelle pas pour te faire changer d'avis. J'appelle pour te dire que ton père et moi ne prendrons pas parti dans cette affaire. Il n'y a pas de parti. Il y a juste moi qui fais valoir mes droits légaux. Tu détruis ta relation avec ta sœur par orgueil. Non, mère. Elle a détruit notre relation quand elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'il n'y avait pas de place pour moi à sa réception. Quand elle a choisi 250 connaissances plutôt que sa seule sœur. C'est juste moi qui accepte cette réalité. Elle a fait une erreur. Elle a fait un choix. Et maintenant, je fais le mien. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à parcourir les annonces de location. Pas pour moi, pour Valérie. Je n'étais pas sans cœur. Je ne la voulais pas sans abri. Je la voulais juste hors de ma maison. J'ai trouvé 3 possibilités dans sa gamme de prix, en supposant que le travail de Brandon dans l'entreprise pharmaceutique payait décemment. Je les lui ai transférés par email avec un message simple. Tu as 2 jours. Voici quelques options. Elle a répondu en moins d'1 heure. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. J'ai répondu, je n'arrive pas à croire que tu ne m'aies pas gardé de place. Pas de réponse après ça. Vendredi s'est déroulé dans un brouillard de travail et d'attente. Je savais qu'ils atterriraient vers 18 heures. Je savais qu'ils rentreraient en voiture, fatigués et décalés. Je savais qu'ils entreraient dans cette maison et réaliseraient que le compte à rebours était presque terminé. Une partie de moi voulait être là pour voir leur visage. Une partie de moi ne voulait plus jamais les revoir. À 19 heures, mon téléphone a explosé de messages. Valérie, on vient de rentrer. On a besoin de plus de temps. Valérie, 2 jours, ce n'est pas assez pour trouver un endroit et tout déménager. Valérie, s'il te plaît, sois raisonnable. Brandon, on peut te poursuivre en justice pour ça. Brandon, l'expulsion illégale est un crime. Valérie, je t'en supplie, s'il te plaît. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de ça, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur mon balcon, regardant la ville. Quelque part là-bas, Valérie paniquait. Quelque part là-bas, Brandon était en colère. Quelque part là-bas, ma mère racontait probablement à tout le monde quelle fille terrible j'étais. Et quelque part en moi, une petite voix chuchotait que j'étais allé trop loin, que la famille était censée pardonner, que l'amour était censé être inconditionnel. Mais j'ai fait taire cette voix avec une simple vérité. L'amour ne devrait jamais être à sens unique, et le nôtre l'avait été depuis bien trop longtemps. Encore 2 jours, puis la maison serait de nouveau à moi. Encore 2 jours, puis je serais enfin libre. Le samedi matin est arrivé avec un silence inattendu. Pas d'appel, pas de texto,
pas de supplications désespérées de Valérie ni de menaces de Brandon, juste le calme. Je me suis dit que c'était une bonne chose. Ils avaient accepté la réalité et géraient la situation comme des adultes. Mais quelque chose dans ce silence me semblait étrange, comme le calme avant la tempête. Je suis allé courir dans mon quartier, essayant de me vider la tête. Les rues étaient vides à l'exception de quelques promeneurs de chiens et d'un vieil homme arrosant son jardin. Des activités normales de samedi matin pour des gens normaux vivant des vies normales. Je n'étais plus normal. J'étais devenu quelqu'un qui expulsait sa sœur. Quelqu'un qui choisissait la vengeance plutôt que la réconciliation. Et le plus étrange, c'est que je ne ressentais toujours aucun regret. Quand je suis rentré à mon appartement, il y avait une enveloppe en manille scotchée à ma porte. Pas d'adresse de retour. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, il y avait des photos, des dizaines. Des photos de moi au travail, à l'épicerie, marchant vers ma voiture. Des photos de surveillance. Quelqu'un m'avait suivi. Mes mains tremblaient en les feuilletant. Certaines dataient de plusieurs mois, à en juger par les vêtements de saison que je portais. D'autres étaient récentes. L'une d'hier me montrait quittant le bureau à 20h, mallette à la main, le visage épuisé. Au bas de la pile, il y avait une note manuscrite que je ne reconnaissais pas, lâche l'affaire ou tout le monde les verra, y compris ton patron, y compris tes clients. Nous avons toute une histoire prête sur ton comportement instable. Je me suis assise lourdement sur mon canapé, mon cœur battant la chamade. C'était l'œuvre de Brandon. Ça devait l'être. Valérie n'irait jamais aussi loin. Ou si? J'ai immédiatement appelé Jérôme. Il vous menace. Sa voix était vive. C'est du harcèlement. Peut-être du chantage. Nous devons tout documenter. Que peuvent-ils bien prétendre avec ces photos? Je vis juste ma vie. Le contexte n'a pas d'importance s'il le tourne bien. Ils pourraient prétendre que vous les harcelez, que vous êtes obsédé par la destruction de leur mariage, que vous êtes mentalement instable. Avec le bon récit, ces photos innocentes deviennent des preuves de quelque chose de sinistre. Mon estomac s'est noué. Alors, que dois-je faire? Rien. Vous maintenez le cap, l'expulsion tient. S'ils veulent jouer, nous avons la loi de notre côté. Ce qu'ils font en ce moment est en fait illégal. Prendre des photos de quelqu'un sur une longue période sans sa connaissance, utiliser ces photos pour la menacer. C'est un comportement criminel. Après avoir raccroché, j'ai de nouveau étudié les photos. Celui qui les avait prises avait été minutieux. Il connaissait mes routines, mon emploi du temps, mes habitudes. Ce n'était pas une surveillance occasionnelle. C'était planifié. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Les photos ne sont qu'un début. Annule l'expulsion ou les choses empireront. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai envoyé à Jérôme, puis j'ai bloqué le numéro. Un autre SMS est arrivé d'un numéro différent. Vos collègues seraient intéressés de connaître vos problèmes familiaux. Pourrait affecter votre jugement sur les projets. Pourrait rendre les clients nerveux. J'ai bloqué celui-là aussi. 3 autres SMS sont arrivés en succession rapide. Chacun d'un numéro différent, chacun intensifiant les menaces. Le temps que je finisse de tous les bloquer, mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. Ce n'était pas Valérie. Elle était dramatique, oui. Égocentrique, absolument. Mais ce genre de harcèlement calculé. C'était Brandon. Et il jouait à un jeu auquel je n'étais pas préparé. J'ai passé le reste du samedi à tout documenter. J'ai fait des copies des photos, sauvegardé tous les SMS, noté chaque détail dont je pouvais me souvenir de la semaine passée. Jérôme a dit que nous avions besoin de preuves, alors je lui en donnerai. Dimanche matin a apporté un nouveau développement. Je me suis réveillé pour trouver la porte d'entrée de mon immeuble couverte de prospectus. Mon visage était sur chacun d'eux. Attention, voisine dangereuse, lisait-on en titre. En dessous, une photo déformée de moi l'air en colère, prise à un moment inconnu, modifiée pour me faire paraître instable. Le texte prétendait que je traversais une crise de santé mentale, que j'avais violemment expulsé ma sœur, que les résidents devaient garder leur distance. Je les ai tous arrachés, mon visage brûlant d'humiliation. Combien de mes voisins les avaient vus? Combien y avaient cru? Madame Kowalski du 4B m'a arrêté dans le hall. Christina, ma chère, tout va bien?
J'ai vu ces horribles papiers. C'est un malentendu, ai-je réussi à dire. Un conflit familial que quelqu'un pousse trop loin. Elle m'a tapoté le bras avec sympathie. La famille peut être cruelle parfois. Ma sœur ne m'a pas parlé pendant 15 ans pour une robe empruntée. Vous imaginez? Je pouvais imaginer. Je pouvais bien trop l'imaginer. Au travail lundi matin, j'ai découvert que quelqu'un avait envoyé des prospectus similaires à mon bureau. Patricia m'a appelé dans son bureau avant même que je ne m'assoie à mon bureau. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a brandi l'un des prospectus. Le nouveau mari de ma sœur essaie de m'intimider pour que j'annule une expulsion. Une expulsion? J'ai expliqué toute la situation. Le mariage, la réception, la maison, la vie. Patricia a écouté sans interrompre, son expression indéchiffrable. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, cette personne, Brandon, que fait-il dans la vie? Il est directeur des ventes chez Harrison Pharmaceuticals. Harrison, elle l'a noté. Et il pense que vous menacer vous fera reculer. Apparemment. Patricia s'est adossée à sa chaise. Voici ce que nous allons faire. Premièrement, vous allez déposer une plainte à la police pour le harcèlement. Deuxièmement, vous allez poursuivre l'expulsion exactement comme prévu. Troisièmement, si quelqu'un de Harrison Pharmaceuticals contacte ce cabinet avec des inquiétudes sur votre état mental ou vos performances professionnelles, il parlera à notre service juridique de diffamation. Vous me croyez, Christina? Je vous ai vu travailler pendant 8 ans. Je vous ai vu gérer des clients impossibles, des délais impossibles et des projets impossibles sans jamais perdre votre sang-froid. Si vous dites que le mari de votre sœur vous harcèle, je vous crois. Et je ne tolère personne qui menace mes employés. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Merci. Ne me remerciez pas encore. Ça va empirer avant de s'améliorer. Les gens comme Brandon n'arrêtent pas tant qu'on ne les force pas à arrêter. Alors, nous allons le forcer. J'ai quitté son bureau en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des jours. Je n'étais pas seul dans cette affaire. J'avais des alliés. Mais quand j'ai vérifié mon téléphone, il y avait 17 appels manqués de ma mère et un message vocal qui m'a glacé le sang. Christina, Valérie est à l'hôpital. Elle s'est effondrée ce matin à cause du stress. Les médecins disent que c'est de ta faute, que la pression de l'expulsion a provoqué ça. J'espère que tu es satisfaite. J'espère que détruire ta sœur en valait la peine. Je suis resté au milieu du couloir, les gens circulant autour de moi, et j'ai senti le monde basculer. Que avais-je fait? J'ai conduit jusqu'à l'hôpital dans un état second, les paroles de ma mère résonnant dans ma tête. Valérie était à l'hôpital à cause de moi, à cause de l'expulsion, parce que j'avais choisi la vengeance plutôt que la pitié. La culpabilité que j'attendais est enfin arrivée, s'abattant sur moi comme une vague. Et si quelque chose de grave s'était produit? Et si elle perdait le bébé? Je ne savais même pas si elle était enceinte, mais les jeunes mariés le sont souvent. Et si mes actions avaient ruiné plus que sa situation de logement? J'ai trouvé ma mère dans la salle d'attente, son visage tiré et pâle. Où est-elle? Ai-je demandé. Ma mère m'a regardé avec des yeux froids. Tu ne devrais pas être ici. C'est ma sœur. Tu as perdu le droit de l'appeler ainsi quand tu l'as mise à la porte de sa maison. C'était ma maison. Plus maintenant. La voix de ma mère était venimeuse. Tu la lui as cédée ce matin. Où as-tu oublié? Mon sang s'est glacé. De quoi parles-tu? Les documents de transfert de propriété. Tu les as signés la semaine dernière. Jérôme les a traités hier. La maison appartient légalement à Valérie maintenant. Je n'ai jamais rien signé. Ma mère a sorti son téléphone et m'a montré un document scanné. C'était un formulaire de transfert de propriété daté d'il y a 6 jours avec ma signature en bas. Ma signature parfaite, celle que j'avais pratiquée depuis l'université pour lui donner un aspect professionnel. C'est un faux, ai-je dit. Je n'ai jamais signé ça. Jérôme l'a certifié. Il était le témoin. Tu traites ton propre avocat de menteur? J'ai fixé le document, mon esprit tourbillonnant. Ça ne pouvait pas être réel. Jérôme ne me trahirait jamais comme ça. Sauf si. Où as-tu eu ça, ai-je demandé. Brandon me l'a envoyé par email ce matin. Il a dit que tu avais changé d'avis. Que tu avais réalisé à quel point tu avais tort.
Brandon te l'a envoyé. Oui. Environ 1 heure avant que Valérie ne s'effondre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Jérôme. C'est tombé directement sur la messagerie vocale. J'ai réessayé. Même résultat. Quelque chose n'allait vraiment pas, je dois voir Valérie, ai-je dit. Absolument pas, mère, s'il te plaît. Quelque chose ne va pas ici. Avant qu'elle ne puisse répondre, Brandon est sorti de l'ascenseur. Il m'a vu et son expression s'est durcie. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir ma sœur. Tu n'es pas la bienvenue ici. Tu as fait assez de dégâts. Je me suis avancé vers lui, gardant ma voix basse. As-tu falsifié un document de transfert de propriété? Il a souri. Il a vraiment souri. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Tu as envoyé à ma mère un faux transfert de propriété. Tu as fait croire que j'avais cédé ma maison à Valérie. Pourquoi aurais-je besoin de falsifier quoi que ce soit? Tu lui as déjà donné la maison. Jérôme peut le confirmer. Jérôme ne répond pas à son téléphone. Peut-être qu'il est occupé. Peut-être qu'il est fatigué de gérer ton comportement instable. Ce mot encore. Instable. Il construisait un récit, pièce par pièce. Et j'assistais à cela en temps réel. Tu essaies de me manipuler psychologiquement, ai-je dit. J'essaie de protéger ma femme de sa sœur abusive. Je ne l'ai jamais maltraitée. Tu l'as manipulée émotionnellement pendant des années. Tu l'as fait se sentir coupable de vivre dans ta maison. Puis tu l'as cruellement expulsée juste après son mariage. C'est de la maltraitance. Ma mère écoutait chaque mot, son expression passant de la colère à l'incertitude. Rien de tout ça n'est vrai, ai-je dit. Je l'ai laissée vivre là-bas sans loyer. Je l'ai soutenue quand elle n'avait rien. Je ne l'ai expulsée qu'après qu'elle m'a exclu de sa propre réception de mariage. Parce que nous n'avions pas de place, a dit Brandon calmement. Nous l'avons expliqué. Mais tu l'as pris comme une attaque personnelle et tu as décidé de détruire sa vie pour ça. Il y avait 250 personnes à cette réception. Dans une salle qui en contient 250. Nous n'avions de place pour personne d'autre. C'est un mensonge. Vraiment? As-tu des preuves? Es-tu entré pour compter les chaises? J'ai ouvert la bouche et les refermé. Il avait raison. Je n'avais aucune preuve. Je n'avais vu qu'à travers une porte ouverte un bref instant. J'avais supposé qu'il y avait de la place, mais je ne l'avais pas vérifié. Brandon a profité de son avantage. Tu nous harcèles depuis des jours, des textos menaçants, tu nous suis, maintenant tu falsifies des documents et tu prétends que nous l'avons fait. Tu comprends comment ça se présente? J'ai des captures d'écran de tes menaces de numéros inconnus. N'importe qui aurait pu les envoyer. Tu aurais pu te les envoyer à toi-même pour monter ton dossier. Les photos. Quelqu'un a pris des photos de surveillance de moi. Des photos que nous n'avons jamais vues. Des photos que tu prétends exister mais que tu n'as montrées à personne, sauf à ton avocat que tu prétends maintenant travailler contre toi. T'entends-tu? Entends-tu à quel point tu as l'air paranoïaque? Ma mère s'est levée. Christina, peut-être que tu devrais rentrer chez toi, te reposer un peu. Je ne suis pas folle, ai-je dit, mais ma voix semblait désespérée même à mes propres oreilles. Personne ne dit que tu es folle, a dit Brandon doucement. Nous disons que tu es sous pression, que tu as fait de mauvais choix, et que maintenant tu essaies de les justifier en créant des théories du complot. Un médecin est sorti alors, l'air fatigué. Famille de Valérie? Brandon s'est avancé. C'est ma femme. Comment va-t-elle? Elle est stable. C'était une crise de panique, pas un événement cardiaque. Nous lui avons donné des médicaments pour l'aider à se détendre. Elle pourra bientôt rentrer chez elle. Un soulagement m'a envahi, suivi immédiatement par la confusion. Une crise de panique? Ma mère avait fait croire qu'elle était en train de mourir. Puis-je la voir, ai-je demandé. Le médecin a regardé Brandon, qui a secoué la tête. Elle ne veut pas voir sa sœur pour le moment. Je crains que nous ne devions respecter les souhaits de la patiente, a dit le médecin. Peut-être lui donner un peu d'espace et de temps. J'ai regardé ma mère, Brandon, le médecin. Ils voyaient tous la même chose. Une femme instable qui était allée trop loin et ne pouvait admettre qu'elle avait tort. Brandon avait gagné. Il avait pris ma juste colère et l'avait transformée en quelque chose de laid.
il avait fait de moi la méchante dans une histoire où j'avais été la victime. Je n'ai pas cédé cette maison, ai-je dit une dernière fois. Ma mère m'a touché le bras. Christina, s'il te plaît, rentre chez toi. On pourra en parler plus tard, quand tout le monde sera plus calme. J'ai quitté l'hôpital avec l'impression de marcher dans l'eau. Tout était déformé, faux, surréaliste. Comment cela avait-il pu arriver? Comment étais-je passé de faire valoir mes droits à être la méchante? Quand je suis arrivé à ma voiture, j'ai trouvé une autre note glissée sous l'essuie-glace. Laisse tout tomber et nous oublierons que tout cela est arrivé. Continue à insister et tu perdras tout. Je l'ai froissé dans mon poing et je suis monté dans la voiture. Il voulait que j'abandonne. Il voulait que j'accepte la défaite et que je m'éclipse discrètement. Mais ils avaient commis une erreur critique. Ils avaient supposé que je craquerais. J'ai conduit directement au poste de police et j'ai déposé une plainte formelle pour harcèlement. La police a pris ma déposition avec un détachement professionnel. L'agente Williams, une femme dans la quarantaine avec des yeux vifs, a écouté pendant que j'expliquais tout. Le mariage, l'expulsion, les menaces, les photos, les documents falsifiés. Avez-vous toujours les photos, a-t-elle demandé. Je les ai sorties de mon sac. Elle a étudié chacune attentivement. Ce sont définitivement des photos de style surveillance prises sur plusieurs semaines. Cela établit un schéma. Elle a pris des notes. Et les textos? Je lui ai montré les captures d'écran. Elle a copié les numéros de téléphone, bien que nous savions toutes les deux qu'il s'agissait probablement de téléphones prépayés. Le document de transfert de propriété. Avez-vous une copie? Ma mère me l'a montré sur son téléphone. Elle a dit que Brandon le lui avait envoyé par email. Nous devrons voir le fichier original. S'il s'agit d'un faux, il y aura des preuves numériques, des métadonnées, des traces de modification, ce genre de choses. Elle a levé les yeux vers moi. Mais je dois vous demander, y a-t-il une possibilité que vous ayez signé quelque chose en étant distraite? Parfois, les gens signent des documents sans les lire entièrement. Non. Je ne signerai jamais la cession d'une propriété sans en examiner chaque mot. Et votre avocat, Jérôme? Vous lui faites confiance? J'ai hésité. Le faisais-je? Avant cette semaine, j'aurais dit oui sans hésiter. Maintenant, je n'étais sûr de rien. Je dois lui parler, ai-je dit. L'agente Williams m'a donné sa carte. Nous enquêterons sur les allégations de harcèlement. En attendant, documentez tout, chaque contact, chaque menace, chaque incident. Si cela dégénère, nous avons besoin d'un dossier solide. J'ai quitté le poste de police en me sentant un peu plus en contrôle. Au moins, quelqu'un me prenait au sérieux. Au moins, quelqu'un me croyait. J'ai de nouveau essayé d'appeler Jérôme. Cette fois, il a répondu. Christina, je comptais vous appeler. Mais qu'est-ce qui se passe? Brandon prétend que j'ai cédé la maison à Valérie. Silence, long et lourd. Jérôme, je dois vous voir en personne. Pouvez-vous venir à mon bureau? Dites-moi juste si vous m'avez trahi. Ce n'est pas si simple. Mon cœur s'est serré. Qu'avez-vous fait? Venez à mon bureau, s'il vous plaît. J'y suis allé dans un brouillard d'appréhension. Le cabinet de Jérôme se trouvait dans un élégant immeuble du centre-ville, tout en verre et en acier. Je m'y étais toujours senti en sécurité. Maintenant, j'avais l'impression de tomber dans un piège. Sa secrétaire m'a fait signe d'entrer immédiatement. Jérôme attendait dans son bureau, l'air hagard. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, a-t-il commencé, je veux que vous sachiez que je pensais bien faire. Qu'avez-vous fait? Il a sorti un dossier et l'a fait glisser sur son bureau. À l'intérieur, il y avait un document de transfert de propriété. Ma signature était en bas. Elle ressemblait exactement à ma signature. C'est un faux, ai-je dit. Je sais. J'ai levé brusquement les yeux. Vous savez? Je l'ai réalisé ce matin en examinant le dossier. La signature semble parfaite, mais le document lui-même présente des incohérences. Le sceau du notaire est faux. La date ne correspond pas à nos dossiers. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour que cela ait l'air légitime. Qui? Je ne sais pas avec certitude, mais Brandon est venu à mon bureau mardi dernier. Il a dit que vous l'aviez envoyé chercher des documents. J'étais avec un autre client,
Alors ma secrétaire lui a donné accès à la salle des archives. Il est resté seul pendant environ 15 minutes. Et vous ne me le dites que maintenant? Je ne savais pas que quelque chose n'allait pas jusqu'à ce que je voie le document de transfert ce matin. Brandon l'a envoyé directement à votre mère, pas par l'intermédiaire de notre cabinet. C'était le premier signal d'alarme. En l'examinant de près, j'ai vu les problèmes. J'ai eu envie de lui crier dessus, de hurler à l'incompétence et à la négligence. Mais à quoi bon? Pouvons-nous prouver que c'est un faux, ai-je demandé. Absolument. J'ai déjà déposé une plainte auprès de l'association du barreau de l'État concernant le faux sceau de notaire. C'est un crime grave. J'ai également contacté la police avec ma déclaration. Mais en attendant, tout le monde pense que je suis l'instable. Tout le monde pense que j'ai cédé la maison et que maintenant j'ai des remords. Jérôme a hoché la tête sombrement. Brandon est plus intelligent que je ne le pensais. Il a créé un récit où vous avez l'air irrationnel et où il a l'air de la victime protégeant sa femme. Alors, que dois-je faire? Vous poursuivez l'expulsion comme prévu. Ils ont jusqu'à demain soir pour quitter les lieux. S'ils ne partent pas, nous déposons une demande d'expulsion formelle auprès des tribunaux. Et à ce moment-là, toute cette documentation deviendra publique. Le harcèlement, les faux documents, tout. Est-ce que ça marchera? Ça marchera parce que la vérité est de notre côté. Cela peut prendre du temps. Cela peut être compliqué. Mais la loi est claire. La maison est à vous. L'expulsion est légale. Tout ce que Brandon a fait est illégal. J'ai quitté le bureau de Jérôme en me sentant un peu mieux. Au moins, j'avais une personne de mon côté qui comprenait ce qui se passait. Mais quand je suis rentré, j'ai découvert que mon appartement avait été cambriolé. Rien ne manquait. Au lieu de cela, des choses avaient été déplacées. Mon ordinateur portable était ouvert sur mon bureau, affichant mes emails. Mes dossiers avaient été fouillés. Mes photos personnelles étaient étalées sur mon lit. Quelqu'un était passé. Quelqu'un avait fouillé dans ma vie à la recherche de munitions. J'ai appelé la police. L'agente Williams est venue elle-même cette fois. Pas d'effraction? A-t-elle demandé en examinant ma porte. Je la ferme à clé à chaque fois. Donc soit ils ont crocheté la serrure, soit ils ont une clé. Personne n'a de clé, sauf le concierge de l'immeuble. Elle a traversé l'appartement en prenant des photos de tout. C'est une escalade. Ils ne vous menacent plus seulement. Ils violent votre espace personnel. Pouvez-vous les arrêter? Pas sans preuve. Mais cela, combiné à tout le reste, constitue un dossier solide pour une ordonnance restrictive. Peut-être des accusations criminelles si nous pouvons les lier directement à eux. Après son départ, je me suis assise dans mon appartement et j'ai réalisé que je ne me sentais plus en sécurité. Mon domicile avait été envahi. Mon intimité brisée. Tout ça parce que j'avais osé faire valoir mes droits de propriété. Mon téléphone a sonné. Valérie. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Christina. Sa voix était faible. Je dois te dire quelque chose. J'écoute. Brandon n'est pas celui que je pensais. Il planifie ça depuis avant le mariage. Il a découvert la maison, le testament de grand-mère, tout. Il m'a ciblé pour y avoir accès. Mon souffle s'est coupé. Que veux-tu dire? Je veux dire que je suis désolé. Je veux dire que j'étais trop aveugle pour voir ce qu'il faisait. Et je veux dire que tu dois être très prudente parce qu'il n'a pas encore fini. Où es-tu maintenant? À la maison. Il ne sait pas que je t'appelle. Christina, il a une arme. Je l'ai trouvée dans son tiroir. Je ne sais pas ce qu'il prépare, mais j'ai peur. Sors de là tout de suite. Je ne peux pas. Il a pris mes clés de voiture. Il surveille mon téléphone. C'est la seule chance que j'avais de t'appeler. J'appelle la police. Non. Si la police arrive, il saura que je t'ai prévenu. S'il te plaît, ne viens pas à la maison demain. Quoi que tu fasses, ne viens pas ici. La ligne s'est coupée. Je suis resté figé. L'avertissement de Valérie résonnant dans mon esprit. Brandon avait une arme. Il préparait quelque chose. Et la date limite d'expulsion était demain. J'ai immédiatement appelé l'agente Williams et lui ai tout dit. Nous devons prendre cela au sérieux, a-t-elle dit.
Je vais demander une vérification de bien-être pour votre sœur. Si elle est retenue contre sa volonté, nous pouvons intervenir. Elle a dit de ne pas envoyer la police. Elle a aussi dit qu'il a une arme et qu'elle a peur. Cela prime sur sa demande. Restez loin de cette maison. Vous m'entendez? Quoi qu'il arrive demain, vous n'y allez pas, j'ai promis que je ne le ferai pas. Mais en raccrochant, je savais que c'était un mensonge. Valérie était ma sœur. Quoi qu'il se soit passé entre nous, je ne pouvais pas la laisser en danger. J'ai passé la nuit à planifier. Si Brandon s'attendait à ce que je me présente demain pour l'expulsion, je le surprendrais en me présentant ce soir. S'il pensait que je viendrais seul, j'amènerais des renforts. S'il pensait qu'il pouvait m'intimider pour que je me soumette, il était sur le point d'apprendre le contraire. À 2 heures du matin, j'ai conduit jusqu'à la maison. Je me suis garé à 2 pâtés de maison et je me suis approché à pied. Mon téléphone prêt à appeler le 911 au premier signe de problème. La maison était sombre, à l'exception d'une lumière dans la chambre de l'étage. Je suis resté dans l'ombre de l'autre côté de la rue, observant. Après 20 minutes, une silhouette est apparue à la fenêtre. Brandon, faisant les 100 pas. Téléphone collé à l'oreille. Il avait l'air agité, en colère. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Je sais que tu es dehors. Entre seul ou Valérie sera blessée. Mon sang s'est glacé. Il me regardait. Comment? Un autre SMS. La porte d'entrée est déverrouillée. Tu as 2 minutes. J'ai regardé autour de moi, essayant frénétiquement de repérer d'où il me regardait. Des caméras de sécurité? Suivait-il mon téléphone? J'ai tapé en retour. Laisse-moi d'abord parler à Valérie. 1 minute 30. J'ai commencé à marcher vers la maison, mon cœur battant la chamade. C'était stupide. C'était exactement ce que l'agent Williams m'avait averti de ne pas faire. Mais quel choix avais-je? La porte d'entrée s'est ouverte avant que je ne l'atteigne. Brandon se tenait dans l'embrasure de la porte, sa silhouette se découpant dans la lumière du hall derrière lui. Bon choix, a-t-il dit. Où est Valérie? En haut, elle se repose. Elle a été très stressée ces derniers temps. Je suis entré et il a fermé la porte derrière moi. La maison avait l'air différente. Des cartons étaient empilés partout, comme s'ils avaient vraiment commencé à faire leur bagage. Mais quelque chose semblait mis en scène. Pourquoi fais-tu ça? Ai-je demandé. Brandon a souri. Parce que tu en as fait une affaire personnelle quand tu nous as mis à la porte de notre maison. Ce n'a jamais été votre maison. C'était censé l'être. Ta grand-mère a promis à Valérie qu'elle en hériterait. T'a-t-elle dit ça? Ces derniers mois, quand tu étais occupé par le travail, Valérie était là tous les jours. Ta grand-mère lui a dit que la maison serait à elle. Ce n'est pas ce que disait le testament. Parce que tu l'as manipulée. Tu as toujours été la favorite, toujours la responsable. Tu l'as montée contre Valérie. Je n'ai rien fait de tel, ça n'a plus d'importance maintenant. La maison est sur le point d'être à moi de toute façon. J'ai froncé les sourcils. Le document falsifié ne tiendra pas devant un tribunal. Qui a parlé de tribunaux? Il a sorti une arme de sa ceinture. C'est plus simple. J'ai reculé d'un pas, mon esprit tourbillonnant. Tu vas me tirer dessus et tu penses t'en sortir? Je vais faire croire que tu es entré par effraction, bouleversé par l'expulsion, et que j'ai défendu ma maison. Valérie me soutiendra. Elle le fait toujours. Valérie a appelé pour m'avertir à ton sujet. Son expression a vacillé. Elle t'a dit ça? Elle a dit que tu l'as ciblée pour obtenir la maison. Que tu planifies ça depuis le début. Elle est confuse. Le stress a affecté son jugement. Des bruits de pas dans les escaliers derrière lui. Valérie est apparue, son visage pâle mais déterminé. Je ne suis pas confuse, a-t-elle dit. Et je ne te soutiendrai plus. Brandon s'est retourné pour lui faire face, l'arme toujours à la main. Val, retourne en haut. Non. Elle a descendu les dernières marches et s'est tenue à côté de moi. C'est fini, Brandon. J'ai appelé la police avant que Christina n'arrive. Ils sont en route. Tu as fait quoi? Je leur ai tout dit. Sur les documents falsifiés, le harcèlement, les menaces.
Sur la façon dont tu m'as manipulé pour m'éloigner de Christina afin de créer un fossé entre nous. Sur la façon dont tu as prévu de la forcer à céder la maison en la faisant passer pour instable. Le visage de Brandon est devenu rouge. Espèce de stupide. Sais-tu ce que tu as fait? Je t'ai empêché de tuer ma sœur. Il a levé l'arme, la pointant maintenant sur Valérie au lieu de moi. Aucune de vous ne quittera cette maison. Alors tu devras nous tirer dessus toutes les deux, a dit Valérie, parce que je ne jouerai plus ton jeu. Au loin, des sirènes ont commencé à retentir. Brandon a regardé vers la porte, puis de nouveau vers nous. Sa main tremblait. Pose l'arme, ai-je dit doucement. C'est fini. La police arrive. Tu as déjà perdu. Un instant, j'ai cru qu'il allait vraiment nous tirer dessus. Son doigt s'est resserré sur la détente, sa mâchoire s'est crispée. Puis il a jeté l'arme par terre et a couru vers la porte arrière. Il n'est pas allé loin. La police encerclait déjà la maison. J'ai entendu des cris, puis le bruit de quelqu'un se faisant plaquer au sol, des menottes se refermant. Valérie s'est effondrée dans mes bras en sanglotant. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. Je suis tellement désolé. La police a pris nos dépositions séparément. L'agente Williams s'est assise avec moi dans le salon, son enregistreur entre nous sur la table basse. Vous avez de la chance d'être en vie, a-t-elle dit. Je sais. Vous n'auriez pas dû venir ici ce soir. Je le sais aussi. Elle m'a étudié un long moment. Le témoignage de votre sœur va être crucial. Est-elle prête à témoigner sur tout, la manipulation, la planification, tout? Elle a dit qu'elle le ferait. Bien, parce que Brandon plaide la légitime défense. Il dit que vous êtes entré par effraction, que vous l'avez menacé, et qu'il protégeait sa femme. J'ai failli rire. Bien sûr qu'il le dit. Mais nous avons l'arme. Nous avons les documents falsifiés. Nous avons les preuves de harcèlement que vous avez fournies. Et maintenant, nous avons le témoignage de Valérie selon lequel il a tout planifié. Il risque plusieurs accusations de crime. Après le départ de la police, Valérie et moi nous sommes assises dans la cuisine de la maison qui avait causé tant de douleur. La maison que ma grand-mère m'avait laissée. La maison qui avait failli nous détruire toutes les deux. Je dois t'expliquer pour le mariage, a finalement dit Valérie. Tu n'es pas obligé. Si. Brandon m'a convaincu que tu étais jalouse de mon bonheur, que tu avais toujours été jalouse de moi. Il a dit que la seule façon de bien commencer notre mariage était de fixer des limites, de te montrer que tu ne pouvais pas contrôler ma vie. Je n'ai jamais essayé de contrôler ta vie. Je sais. Je le vois maintenant. Mais il était si convaincant. Il me montrait de vieux messages de toi sortis de leur contexte et les tordait pour prouver que tu étais manipulatrice. Il m'a fait croire que j'étais la victime de ta générosité, que tu tenais la maison au-dessus de ma tête. Je n'ai jamais mentionné la maison. Pas une seule fois en 3 ans. Je sais. C'est ce qui a rendu son mensonge si efficace. Il a dit que tu le faisais subtilement, me faisant me sentir redevable, me maintenant dépendante. Et je l'ai cru parce que cela correspondait au récit que je voulais croire. Pourquoi? Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Parce que c'était plus facile que d'admettre que j'étais le problème. Plus facile que de reconnaître que j'avais profité de toi pendant des années, que tu avais tout à fait le droit d'être en colère contre moi, même avant le mariage. Val, non. Laisse-moi finir. J'ai traversé la vie en m'attendant à ce que tout le monde s'occupe de moi. Maman et papa l'ont toujours fait, puis grand-mère, puis toi. Je n'ai jamais eu à être responsable parce que quelqu'un me rattrapait toujours quand je tombais. Brandon a vu cette faiblesse et l'a exploitée. Il m'a fait croire qu'il était le seul à vraiment me comprendre, à ne pas me juger. Et en retour, je l'ai laissé me monter contre la seule personne qui se souciait vraiment de moi. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. C'est un escroc. C'est ce qu'ils font. Ils trouvent les vulnérabilités et les exploitent. Mais je les laissais faire. J'ai choisi de croire ces mensonges parce qu'ils étaient plus confortables que la vérité. Nous sommes restés assis en silence un moment, nous tenant la main comme lorsque nous étions enfants. La maison est à toi, ai-je dit. Pas à lui, pas dans le cadre d'une manipulation, mais parce que tu es ma sœur et que tu as besoin d'un endroit où vivre. Christina, non. Après tout ce que j'ai fait. Après tout ce que nous avons fait toutes les deux. J'aurais dû te parler avant d'envoyer l'avis d'expulsion.
J'étais tellement blessé, tellement en colère que je voulais te faire du mal en retour. C'était mal. Tu avais tout à fait le droit d'être en colère. Peut-être, mais je m'y suis mal prise. J'ai laissé mon orgueil l'emporter sur mon jugement. Valérie a essuyé ses yeux. Alors, où est-ce que ça nous mène? Je ne sais pas. Nous devons reconstruire la confiance, fixer des limites, trouver comment redevenir des sœurs au lieu d'adversaires. Pouvons-nous le faire? Je pense que nous devons essayer. Le lendemain matin, Jérôme est passé avec des papiers à signer pour Valérie, un contrat de location formel, un loyer raisonnable, des conditions claires sur l'entretien et les responsabilités. Cela officialise les choses, a-t-il dit. La maison reste au nom de Christina, mais vous avez le droit légal d'y vivre tant que vous respectez le bail. Plus de zone d'ombre. Plus de place pour que quelqu'un manipule la situation. Valérie a signé sans hésiter. Et Brandon? À quoi fait-il face? Plusieurs chefs d'accusation, faux et usage de faux, harcèlement, harcèlement criminel, tentative d'agression avec une arme mortelle. Son avocat essaie de négocier un accord de plaidoyer, mais le procureur n'est pas intéressé. Ils veulent en faire un exemple. Bien, a dit fermement Valérie. Après le départ de Jérôme, j'ai traversé la maison une dernière fois. Elle avait l'air différente maintenant, non pas comme un prix à gagner ou une arme à utiliser, mais juste ce qu'elle avait toujours été, une maison, 4 murs et un toit. Un endroit où quelqu'un pourrait se construire une vie s'il le choisissait. Je dois retourner au travail, ai-je dit à Valérie. Patricia a été compréhensive, mais j'ai des projets qui prennent du retard. Merci, a dit Valérie, pour tout. Pour ne pas avoir renoncé à moi, même quand je t'ai donné toutes les raisons de le faire. Nous sommes sœurs. Ça veut dire quelque chose, même quand c'est difficile. J'ai repris la route vers mon appartement, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. La situation n'était pas parfaite. Valérie et moi avions encore beaucoup à régler. Le procès de Brandon serait long et probablement douloureux. Mais pour la première fois depuis l'arrivée de l'invitation au mariage, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Patricia. La police a appelé, a dit que vous étiez en sécurité. Prenez le reste de la semaine de congé. Vous l'avez mérité. J'ai suivi le conseil de Patricia et j'ai passé le reste de la semaine à remettre ma vie en ordre. J'ai changé mes serrures même si Brandon était en détention. J'ai mis à jour mes paramètres de sécurité sur tout. J'ai parcouru mon appartement et j'ai effacé toute trace de la violation que j'avais ressentie lorsque quelqu'un était entré par effraction. Jeudi, Valérie a appelé. J'ai emballé les affaires de Brandon. J'ai trouvé quelque chose que tu dois voir. Je suis allé la voir et je l'ai trouvée assise sur le sol de la chambre, entourée de cartons. Elle m'a tendu un carnet. Il tenait des registres, a-t-elle dit, de tout. J'ai feuilleté les pages. Brandon avait documenté tout son plan dans les moindres détails, quand il avait appris l'existence de la maison, comment il avait fait des recherches sur la succession de ma grand-mère, le moment où il avait décidé de poursuivre Valérie. Chacune de ces manipulations était là, noir sur blanc. Il a écrit sur moi comme si j'étais une cible, a dit Valérie doucement, comme si toute la relation était une transaction commerciale. L'aimais-tu, ai-je demandé. Elle y a réfléchi. Je pensais que oui. Mais en lisant ça, je réalise que j'aimais la personne qu'il prétendait être. Le vrai Brandon est quelqu'un que je n'ai jamais connu du tout. Je suis désolé. Ne le sois pas. Tu as essayé de m'avertir. Pas directement, mais j'ai senti ton hésitation quand j'ai annoncé les fiançailles. Je l'ai ignoré parce que je voulais le conte de fées. Elle a sorti un autre document d'une des boîtes. J'ai aussi trouvé ça. C'est une liste d'autres femmes avec qui il est sorti avant moi. Je les ai cherchées. 3 d'entre elles ont hérité de biens de membres de leur famille. 2 d'entre elles lui ont cédé une partie de la propriété pendant leur relation. Mon estomac s'est noué. Il a déjà fait ça. Plusieurs fois. Il trouve des femmes qui ont quelque chose qu'il veut, les charme, les isole de leur famille, puis les manipule pour qu'elles renoncent à leurs biens. J'étais juste la dernière cible. Nous devons donner ça à la police. Déjà fait. L'agente Williams a dit que cela renforcerait considérablement le dossier. Montrer un schéma de comportement prédateur. Je me suis assise à côté d'elle sur le sol. Comment vas-tu? Honnêtement, je suis en colère contre lui pour m'avoir manipulé,
contre moi-même pour avoir été si aveugle, contre toute la situation. Mais je suis aussi soulagé. Si tu n'avais pas résisté, si tu n'avais pas envoyé cet avis d'expulsion, j'aurais peut-être passé des années avec lui. J'aurais peut-être laissé lentement tout prendre. Donc, l'expulsion était une bonne chose? Elle a ri amèrement. L'expulsion a été la meilleure pire chose qui me soit jamais arrivée. Elle m'a forcé à voir qui il était vraiment. Sinon, je ne l'aurais peut-être jamais su jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nous avons passé l'après-midi à passer en revue le reste des affaires de Brandon, documentant tout ce qui pourrait être utile pour l'affaire. C'était étrange, de créer des liens avec ma sœur sur des preuves contre son mari. Mais cela semblait aussi juste, comme si nous étions du même côté pour la première fois depuis des années. Le procès a eu lieu plus vite que prévu. L'avocat de Brandon a tenté de supprimer le carnet, prétendant qu'il s'agissait d'une écriture créative, pas d'une preuve d'intention. Le juge n'était pas d'accord. Combiné aux témoignages de Valérie, aux preuves de harcèlement et aux témoignages de ses victimes précédentes qui se sont manifestées, le dossier était accablant. Brandon a été condamné à 8 ans pour faux et usage de faux, harcèlement criminel, tentative d'agression et un schéma de comportement prédateur contre plusieurs femmes. Son entreprise pharmaceutique l'a licencié immédiatement. Sa réputation professionnelle a été détruite. Je me suis assise dans la salle d'audience pour le prononcer de la peine, regardant son visage alors que le juge lisait le verdict. Le masque charmant qu'il avait si efficacement porté avait disparu, remplacé par une fureur brute et de l'incrédulité. Il avait sincèrement pensé qu'il gagnerait, avait cru que ses talents de manipulation le porteraient. Lorsque ses yeux ont rencontré les miens à travers la salle d'audience, j'ai vu le moment où il a réalisé la vérité. Je n'avais pas été intimidé. Je n'avais pas reculé. J'avais joué selon les règles et j'avais gagné. Alors qu'il l'emmenait menotter, il a crié quelque chose à Valérie. Les gardes l'ont fait taire, mais j'ai saisi les mots. Tu le regretteras. Non, a chuchoté Valérie à côté de moi. Je ne le regretterai pas, la vie de Valérie s'est lentement stabilisée dans les mois qui ont suivi. Elle a trouvé du travail dans une galerie d'art locale, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire mais que Brandon avait découragé. Elle a commencé une thérapie pour surmonter la manipulation et les abus. Elle s'est fait de nouveaux amis qui n'avaient aucun lien avec Brandon ou ses manigances. Et progressivement, prudemment, elle et moi avons reconstruit notre relation. Pas comme elle avait été auparavant, quand je la protégeais et qu'elle en profitait, mais comme des égales, comme des adultes qui respectaient les limites de l'autre, comme des sœurs qui avaient traversé le feu et survécu. La condamnation de Brandon est devenue une histoire édifiante. Les femmes qui l'avaient victimisé avant Valérie ont rejoint un groupe de soutien. Plusieurs d'entre elles ont engagé des poursuites judiciaires pour récupérer les biens qu'elles avaient cédés. L'entreprise pharmaceutique a révisé ses politiques de vérification des antécédents, et j'ai reçu des excuses formelles de ma mère, qui a finalement compris ce que Brandon avait fait à ses 2 filles. Des mois après la condamnation, je me tenais dans l'embrasure de la porte de la maison que ma grand-mère m'avait laissée, regardant Valérie peindre le salon d'une couleur dorée et chaude. Elle m'a surprise à la regarder et a souri. « Quoi » a-t-elle demandé. « Je pense juste, » ai-je dit, à la façon dont tout ce qui s'est passé nous a menés ici. Le regrettes-tu? L'avis d'expulsion, tout ça? J'ai examiné la question attentivement. L'expulsion avait tout mis en mouvement. Elle avait révélé la vraie nature de Brandon, sauvé Valérie d'années de manipulation et nous avait forcés toutes les deux à affronter des vérités difficiles sur nous-mêmes et notre relation. Non, ai-je dit finalement. Je ne le regrette pas. Ni l'expulsion, ni la confrontation, ni même le danger, car cela a mené à la vérité. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable à un mensonge confortable. J'avais appris que la vengeance et la justice n'étaient pas toujours la même chose, mais que parfois elles s'alignaient parfaitement. J'avais appris que fixer des limites n'était pas de la cruauté mais une nécessité. Et j'avais appris que les gens qui vous aiment ne vous demandent pas de vous diminuer pour les mettre à l'aise. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pensé à la femme que j'étais lorsque cette invitation de mariage est arrivée. Elle était si désespérée d'éviter les conflits, si prête à se sacrifier pour maintenir la paix. Elle n'aurait jamais envoyé cet avis d'expulsion, aurait ravalé sa blessure et prétendu que tout allait bien. J'étais heureuse de ne plus être elle. Le chemin de la vengeance m'avait transformé en quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui connaissait sa valeur, quelqu'un qui refusait d'être effacé de sa propre histoire.